c'est bon, merci. Donc c'est compliqué. Allez-y, je vous écoute. Donc déjà, on voulait savoir comment vous pouviez expliquer, si vous pouviez expliquer en quoi consiste du coup votre métier. D'accord. En fait, votre question du rapport de l'étude, du sujet d'étude, vous l'avez choisi comment? Sur quel? En fait, on avait une liste de sujets. Oui. Et on a... Qui avait été choisi par votre... Par nos professeurs en fonction de notre filière, puisqu'on est en filière économique et sociale. D'accord. Et du coup, on a nos matières, on a des matières obligatoires respectées dans notre étude. Et c'était la science et la vie de la Terre. D'accord. Et l'économie et la sociologie. Et dans la liste de sujets, on avait tombé sur l'euthanasie et ça nous a tout de suite parlé. On a tout de suite eu envie de s'intéresser à ce sujet-là. En même temps, on était tous d'accord. Et on a commencé à faire des recherches et plus on avançait, plus ça nous plaisait. D'accord. Et du coup, on a eu envie de rencontrer des professionnels du milieu. Et donc, on est venu ici, on a rencontré une dame qui s'appelle Carole Lambion. Carole Lambion, qui est secrétaire au niveau de l'unité d'oncologie. Voilà, qui nous a beaucoup aidé. Et on a été aussi à la DMD. D'accord. Qu'est-ce que vous avez rencontré? Une juriste, mais elle ne nous a pas donné sa nom. D'accord. Ok. Voilà. Bon, sujet vaste, hein, compliqué. En l'état actuel de différents travaux de réflexion, c'est quoi pour vous l'euthanasie? C'est-à-dire parce qu'on s'est renseigné sur plusieurs aspects et donc du coup... Déjà, elle se différencie en l'aide active à mourir et... Oui, elle se différencie en plusieurs aides, comme le suicide assisté. Donc déjà, il y a l'euthanasie active, l'euthanasie passive, l'euthanasie active directe ou indirecte. Et sinon, on a aussi le suicide assisté. Donc on sait aussi que le procédé est différent selon les types d'euthanasie et aussi selon les pays. Donc et aussi l'acharnement thérapeutique, mais qui est vraiment interdit dans toute l'Europe, on a vu. Parce que dans toutes les lois, c'est interdit. Puis après, donc ça diffère selon les différents pays. On a vu qu'en Suisse, on autorisait le suicide assisté. Et que dans les pays du Benelux, donc Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, ils autorisaient l'euthanasie, l'euthanasie active, mais seulement pour les résidents. Et que du coup, en France, on autorisait à peu près que les soins palliatifs. On autorise que les soins palliatifs. Et on s'est renseigné aussi sur les diverses cas et actualités. On s'est aperçu, on a vu le projet de Marisol Touraine qui voudrait développer l'accès aux soins palliatifs. Et sociologiquement parlant, on s'est renseigné, on a commencé nos recherches récemment et on a vu que la plupart des Français, selon un sondage de la DMD, je crois que c'est 94% des Français, toutes religions confondues, voudraient avoir une loi pour l'euthanasie. Et que du coup, ça serait bien... la DMD propose une loi et c'est peut-être dans le futur possible d'avoir une loi pour l'euthanasie. D'accord. Donc votre étude concerne pas seulement la situation en France, mais également vous avez fait une étude plus large sur le droit comparé, on va dire, entre les différents pays européens. D'accord. Pour vous, c'est quoi les soins palliatifs? Les soins palliatifs, c'est des soins qui sont procurés à la demande du malade et en fonction de sa condition. Donc si on juge que sa douleur est suffisamment avancée, si on peut appeler ça comme ça, et qu'il est à court terme. Quand le pronostic vital est assez court et très engagé. Et c'est l'ensemble des techniques qui visent à diminuer, à réduire les douleurs du patient. À savoir la sédation profonde, je crois. Oui, et aussi, dans la loi récente, on a ajouté la nutrition et l'hydratation artificielle, qu'il n'y avait pas dans la loi, dans la première version de la loi Leonetti. D'accord. Et les soins palliatifs peuvent entraîner à effet secondaire le décès du patient. Mais c'est non recherché. Pas nécessairement les soins palliatifs, mais disons la prise en charge de la douleur. D'accord. Donc, par rapport à la question, aux questions que vous posez au travers du sujet euthanasie, qui est en fait d'emblée un petit peu
réducteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les patients qui sont en... Servez-vous. Non, c'était juste pour la vidéo. Merci. Les patients, quel que soit l'état d'avancement de leur maladie, peuvent bénéficier de soins palliatifs. Ce n'est pas réduit, ce n'est pas limité à la fin de vie. Et de plus en plus, depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, aux États-Unis, au Canada, en France, on essaye de faire en sorte de développer des soins palliatifs, je dirais, dès l'annonce d'une maladie chronique grave, que ce soit une maladie cancéreuse, que ce soit une leucémie, ou que ce soit une atteinte de dégénérescence neurologique. Donc il faut éviter de limiter les soins palliatifs uniquement à la fin de vie, au dernier jour, comme si c'était un coup de coupillon supplémentaire pour le patient. Non. Et donc ces soins palliatifs, et je crois que c'est la première différenciation importante à faire, c'est de bien dissocier les soins palliatifs ou les soins de support à côté de l'ensemble des techniques curatives, des soins thérapeutiques. Soins thérapeutiques, vous savez ce que ça veut dire, donc toutes les techniques qui vont avoir comme objectif de réduire, limiter, dans le meilleur des cas, de traiter, de guérir le patient. Parfois, ça se limite à réduire la vitesse de développement de la maladie. Et donc, dans ces techniques thérapeutiques, eh bien, on va avoir tout ce qui est chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie. Et là, c'est directement des techniques médicales liées et orientées vers le traitement des cellules malades, des cellules cancéreuses, des tissus malades. Et puis à côté, vous avez l'ensemble des soins de support, ce qu'on appelle les soins support. Aux États-Unis, on parle de palliative care pour englober l'ensemble des soins de support. En France, il est vrai que les soins palliatifs sont assez fortement connotés fin de vie. Et donc, effectivement, on va parler plutôt de soins d'accompagnement plutôt que de soins palliatifs. Ça fait moins peur aux patients, aux familles, parce que encore, quels que soient les efforts des différentes équipes, on a du mal à faire évoluer le concept de soins palliatifs. Donc, pour vous, les soins palliatifs, quels sont les objectifs principaux de ces soins palliatifs dans vos différents travaux, différentes recherches? Oui, allez-y. C'est garder le patient dans un état, quand il n'y a plus de traitement possible pour le... C'est le garder, pour ce qui s'agit de la fin de vie, pardon, c'est le garder dans un état de dignité, lui donner à manger, lui donner à boire, le laver. Tout en atténuant sa douleur. D'accord. Donc le premier objectif, c'est vraiment traiter la douleur physique. Deuxième objectif, c'est traiter, accompagner, traiter la souffrance morale, les souffrances morales. Et sous ce terme de souffrance morale, on va inclure tout ce qui est souffrance existentielle, souffrance religieuse, quelle que soit la religion, ce n'est pas le problème, il n'est pas là, mais tout ce qui est souffrance existentielle. Angoisse de fin de vie. Et puis, il y a également, ce que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire tout ce qui va contribuer au confort du patient et donc au respect de sa dignité. Donc, on a ces trois objectifs en permanence dans la démarche palliative. Alors, je reviens 2 secondes sur ce que vous évoquiez, parce que c'est souvent l'erreur qui est faite en France en particulier, mais pas seulement en France, c'est que les soins palliatifs ne tiennent pas seulement lorsque les soins curatifs sont arrêtés, ou lorsque les soins curatifs sont en échec thérapeutique, quelles que soient les raisons. Et donc, mais on a des difficultés à faire comprendre cela, y compris aux médecins. C'est-à-dire que traditionnellement, mais ça remonte à 20-30 ans, traditionnellement, effectivement, les soins palliatifs venaient ou étaient démarrés lorsque les soins curatifs, chimiothérapie ou radiothérapie, se révélaient totalement inefficaces. Et donc on était
sur des soins, et tout ce terme de palliatif, lorsque le reste était arrêté. Maintenant, de plus en plus, comme je vous disais, ces soins palliatifs sont organisés, mis en place le plus tôt possible, en parallèle aux soins curatifs, de telle manière à ce que le patient puisse bénéficier des deux approches, d'une approche thérapeutique, directement ciblée sur la maladie, et puis d'une approche d'accompagnement contre la douleur, d'accompagnement contre les souffrances morales, d'accompagnement sur les différentes formes de confort, parce que effectivement ces traitements de chimiothérapie, de radiothérapie ou d'immunothérapie, eh bien, ont des effets indésirables importants. Et donc tout ce qui va contribuer à renforcer la personne malade, confrontée à ces différents traitements, eh bien, vont rentrer dans le cadre de ces soins de support qui incluent les soins palliatifs. Et donc, ce sera aussi tout ce qui est exercice physique, tout ce qui sera art-thérapie, soutien psychologique. Donc, vous avez toute une panoplie de soins de support qui sont de plus en plus mis en place en parallèle. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, et une erreur importante à éviter, de ne pas considérer qu'il y a deux étapes, une étape de soins curatifs, et puis une fois que ça se révèle inefficace, vous passez à une phase palliative. Non. Les soins palliatifs vont devoir se mettre en place le plus tôt possible, je répète, et effectivement, ils vont prendre une place de plus en plus importante au fur et à mesure du développement de la maladie, parce que la maladie, même s'il y a des phases de répit, eh bien souvent, le plus souvent, la maladie va reprendre, et donc les différentes lignes thérapeutiques vont se révéler plus ou moins efficaces, puis plus du tout efficaces, et à ce moment-là, il n'y a plus que les soins palliatifs. Donc, attention à ne pas séparer les deux, mais faire en sorte que ce soit deux démarches en parallèle pendant toute la prise en charge du patient. D'accord. Alors, l'euthanasie, c'est quoi? L'euthanasie, c'est, comme son nom l'indique, mais son nom peut prêter à confusion, puisque vous avez cherché, j'imagine, le radical d'euthanasie, vous tombez sur une mort douce. Parce que, effectivement, l'objectif était une mort douce. Mais en fait, euthanasie, aujourd'hui, en français, c'est tout ce qui va contribuer à provoquer le décès de la personne. Et l'intention, et c'est là où il est essentiel, pour différencier clairement les traitements de la douleur, traitements complexes, je dirais très puissants contre la douleur, qui peuvent abréger la vie, mais là, le décès du patient va être un effet secondaire. L'objectif premier était de traiter la douleur, alors que lorsqu'on est dans une démarche d'euthanasie, l'objectif, c'est le décès de la personne. Donc on est vraiment sur deux approches, et là il est important de bien dissocier, ce n'est pas de la casuistique. L'euthanasie, elle est caractérisée par l'intention première de provoquer la mort du patient. Dans le cadre des soins palliatifs, effectivement, et vous avez vu que dans la loi de 2005, ceci est déjà clairement affirmé, la priorité est donnée à la prise en charge de la douleur par tous les moyens, y compris donc des morphiniques puissants, même si ceci peut provoquer, d'abord je reprends les termes de la loi, peut abréger la vie du patient. Mais l'intention première n'est pas la mort du patient. L'intention première est le traitement de la douleur. D'accord ? Et j'avais juste une question. Bien sûr. Sur les soins palliatifs, est-ce que vous savez si c'est accessible pour tout le monde? Ou comment ça se passe pour demander l'accès aux soins palliatifs, il faut payer Tous les établissements de santé ont l'obligation de mettre en place des soins palliatifs. Chaque fois qu'ils sont confrontés à des patients qui sont traités
pour des maladies cancéreuses, mais pas seulement pour des maladies cancéreuses, je répète, vous avez des maladies neurologiques graves qui évoluent lentement et qui peuvent bénéficier, pour lesquelles les patients peuvent également bénéficier de soins palliatifs. Donc tous les établissements, dès qu'ils prennent en charge des patients confrontés à des maladies graves, ont l'obligation de mettre en place des soins palliatifs. Ces soins palliatifs peuvent être organisés de diverses manières, on y reviendra si vous le souhaitez, mais c'est une obligation morale depuis la loi de Larocque, depuis 88 et 90. Donc chaque établissement dispose en moyenne, un minimum de combien de lits pour les patients qui demandent des soins palliatifs? On peut effectivement s'arrêter quelques instants sur les diverses modalités de réalisation, d'organisation de ces soins palliatifs. Vous avez eu connaissance de la directive 2008 de DGOS. C'est un texte que vous avez lu, donc vous avez introduit. Je crois pas. Non, Pas celui-ci. Ok. Donc je pourrais vous le passer d'ailleurs, parce que c'est le principal texte. DHOS, c'est donc le service du ministère de la Santé qui organise les différentes orientations dans l'organisation des soins, pas seulement. Et là, ils ont publié un texte de référence qui est en 2008 sur l'organisation des soins palliatifs et sur cette obligation de mettre en place une démarche palliative, des soins palliatifs, peu importe comment on le formule, dans tous les établissements. Qu'il s'agisse d'établissements MCO, médecine, chirurgie, obstétrique, court séjour, qui prennent en charge donc, des pathologies lourdes, ou ce soit des établissements de longue durée, ou bien des EHPAD, maisons de retraite, qui sont confrontés à des problèmes semblants. Donc, dans cette directive ministérielle de 2008, vous verrez donc les 3 organisations qui sont prévues. Donc, vous avez une première organisation qui sont donc la mise en place d'une équipe mobile de soins palliatifs, donc au sein des établissements. Alors, une équipe mobile de soins palliatifs, c'est quoi? C'est en général un médecin à mi-temps ou à plein temps, médecin en général ayant une formation spécifique dans les soins palliatifs, ou bien à minima, un médecin ayant une expertise dans le traitement de la douleur, puisque, comme on l'évoquait au début de cet entretien, la composante principale des soins palliatifs va souvent être la prise en charge de la douleur physique. Donc, première organisation, à minima, c'est une équipe mobile de soins palliatifs, un médecin, mi-temps ou à plein temps, une infirmière, 1 ou 2 infirmières. Après, ça va dépendre bien sûr de la taille de l'établissement, et puis une psychologue. Ce sont les 3 composantes en termes de profession, en termes de compétences, qui vont se trouver réunies dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire. Et vous verrez dans le texte, le ministère insiste sur le caractère pluridisciplinaire, donc une approche, une réflexion, un travail ensemble, médecin, infirmière, psychologue. Donc, premier niveau d'organisation, à minima, une équipe de soins palliatifs, une équipe mobile de soins palliatifs. Donc là, il n'y a pas de service dédié, ce sont ces 3 professionnels qui vont se déplacer dans l'établissement pour répondre aux diverses demandes des médecins, des infirmières, lorsque un patient confronté à une maladie chronique grave, quelle que soit sa phase d'évolution, peut bénéficier de ces soins palliatifs. Je répète, toujours avec ces 3 composantes. Est-ce qu'il y a un problème de douleur physique? Est-ce qu'il y a des problèmes de souffrance morale? Ou est-ce qu'il y a des problèmes d'inconfort du patient, soit directement liés à sa maladie, soit liés au traitement de sa maladie? Premier niveau, équipe mobile. Deuxième niveau, des lits identifiés de soins palliatifs. C'est-à-dire que dans les services confrontés à un nombre plus important de décès, donc sur des patients
avec des pathologies plus sévères ou avec des évolutions plus graves, eh bien, il peut y avoir ce qu'on appelle des lits identifiés de soins palliatifs avec des référents soins palliatifs dans le service proprement dit. Et puis le troisième niveau d'exercice de ces soins palliatifs va être ce qu'on appelle les unités de soins palliatifs, les USP. Donc ça, ce sont uniquement dans quelques établissements. Tous les établissements n'ont pas d'USP, bien sûr. Et ce sont donc des établissements spécialisés où, à l'intérieur, lorsqu'il y a une activité de cancérologie importante, ces USP vont être en situation de gérer les situations les plus complexes avec des douleurs réfractaires, avec des pathologies très lourdes, des évolutions cancéreuses très sévères. Donc, ce sont vraiment des unités, des services spécialisés sur des pathologies, sur des situations cliniques complexes. Donc, les 3 niveaux, équipe mobile, soins palliatifs, c'est ce qu'on a mis en place sur l'hôpital américain. Et puis, un niveau le plus spécialisé, les USP, unités de soins palliatifs, services spécialisés. Il n'y a que des patients dans ce service, il n'y a que des patients confrontés souvent en phase terminale de la vie. Et donc, entre les deux, vous avez ces lits identifiés de soins palliatifs lorsqu'il y a quelques lits dans chaque service de pathologie cancéreuse. Voilà. Donc, après, oui, donc on a parlé de la loi Leonetti tout à l'heure, et du coup, on voulait savoir quel était votre avis à peu près sur cette loi, et si, selon vous, la France devrait suivre aussi, par exemple, le modèle des autres pays, comme par exemple ceux du Benelux ou la Suisse. Alors, pour vous, cette loi Leonetti, dans sa version 2005, qu'est-ce que cela évoque pour vous, la réflexion et l'analyse des textes ou des échanges que vous avez pu avoir? Qu'est-ce que cela apportait principalement, ou qu'est-ce que vous avez retenu principalement de cette loi dans sa version 2005? Version 2005, cette loi a autorisé et a permis l'accès un peu plus vaste en France des soins palliatifs, et elle a redéfini certaines fonctions des directives anticipées ou de la personne de confiance. Mais on avait vu avec la juriste de l'association Droit de mourir dans la dignité que celle de 2016 est venue abroger certains droits qui étaient autorisés, par exemple pour la personne de confiance, ou même le fait de considérer maintenant que la nutrition et l'hydratation ne sont pas des traitements, et ce qui donc empêche le patient de pouvoir arrêter complètement et de se laisser mourir, si on peut dire ça comme ça. Et disons que les soins, on avait vu que dans la loi 2016, les soins palliatifs ne sont pas plus accessibles qu'en 2005. Ils ont tourné ça sur la volonté du médecin, sur le choix du médecin que la volonté du patient. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec certains de vos commentaires, mais je dirais c'est aussi le droit de chacun à avoir des opinions diverses, et on peut ne pas partager la totalité des avis de la DMT, ou de chacun. C'est fait partie aussi des débats en cours. Sur la loi 2005, je crois qu'il y a un premier rappel important qui était affirmé dans cette loi 2005, qui était le refus de l'obstination déraisonnable. Ce que vous avez, l'ancienne formulation, c'était l'acharnement thérapeutique. Et donc, dans cette loi 2005, il est rappelé à l'ensemble des professionnels, mais principalement médecins, donc l'interdiction de l'obstination déraisonnable, l'interdiction de l'acharnement thérapeutique lorsque le traitement, vous rappelez le texte, est inutile, disproportionné, on n'a pas d'autre objet que le maintien artificiel de la vie. Donc ceci était déjà à mi-voix dans le code de déontologie, mais c'est la première fois qu'est affirmé donc de manière aussi formelle l'interdiction pour les professionnels de santé, je répète, c'est bien sûr d'abord les médecins, l'interdiction de l'acharnement thérapeutique, donc de l'obstination déraisonnable. Ce qui est déjà dans la loi de 2002,
dans la loi 2002 sur les droits des patients, 4 mars 2002, vous rappelez, vous avez vu, qu'aucun acte médical, diagnostique ou thérapeutique ne peut être réalisé sans l'accord préalable du patient. Et donc, ce droit général va se décliner dans différentes situations, dont la situation de traitement contre maladies cancéreuses, mais c'est un droit général. Personne ne peut imposer à un patient, quel que soit son âge, personne ne peut imposer à un patient des actes diagnostiques ou à visée thérapeutique. Donc, ceci est repris de manière plus formelle dans la loi de 2005, du 22 avril 2005. L'autre élément important dans cette première loi, les outils, c'est aussi donc la priorité donnée, comme on l'évoquait tout à l'heure, la priorité donnée au traitement de la douleur, même si ceci est de nature à abréger la vie. Il y a effectivement, dans certains cas, des situations où les traitements analgésiques, donc contre la douleur, principalement à base de morphine ou dérivés morphiniques, sont susceptibles de réduire de quelques jours, quelques heures, parfois quelques jours, la vie. Mais le législateur a considéré que la priorité en termes de respect des patients, en termes de respect de la dignité des patients, eh bien, c'était le traitement contre la douleur. De telle manière à ce que ces patients puissent terminer leur vie dans autant de confort que possible. Troisième élément, c'est effectivement, comme vous l'évoquiez, la directive anticipée. Mais dans cette loi d'avril 2005, les directives anticipées, donc les médecins devaient en prendre connaissance, mais effectivement, comme ceci a dû vous être expliqué par un juriste de la DMD, il n'y avait aucun caractère d'obligation dans les directives anticipées, et donc les médecins pouvaient en prendre connaissance, mais ils n'avaient pas l'obligation de l'appliquer ou de les respecter à la lettre. Quatrième élément, il a évoqué la personne de confiance, et donc il était affirmé là aussi le rôle de la personne de confiance, qui était déjà dans le texte de 2002, mais là aussi, cette personne de confiance, sa parole, venait après l'appréciation donc médicale de la situation clinique. Et donc l'évaluation de la situation clinique, le fait d'arrêter ou pas les traitements, le fait de proposer ou pas tel ou tel traitement palliatif, restait à la discrétion de l'équipe médicale. Et quand je dis l'équipe médicale, volontairement, dans la mesure où déjà dans ce texte de 2005, vous aviez l'affirmation de l'obligation de la réflexion collégiale, de la réunion collégiale, c'est-à-dire la réunion de plusieurs médecins, de plusieurs autres professionnels, plusieurs infirmières, voire aides-soignants, de telle manière à mettre en commun les réflexions sur la situation clinique du patient. Donc, ce sont les 5 premiers principaux éléments de la loi de 2005. Alors, cette loi du 2 février 2016, donc deuxième loi Leonetti, ou loi Claes-Leonetti, va non pas abroger, je reprends votre terme, je le corrige parce que je ne pense pas que ce soit l'abrogation de certaines dispositions de la loi 2005, c'est au contraire l'approfondissement et le renforcement de certaines dispositions de la loi de 2005. Par exemple, la problématique principale sur les directives anticipées, vous savez ce que c'est, vous savez parfaitement, vous avez pu lire et voir un certain nombre de documents, que ce soit les modèles proposés par la DMD ou les modèles proposés par le ministère de la Santé. Donc ces directives anticipées, dans la loi, grâce à la loi du février 2016, ont un caractère, s'imposent aux médecins, qui doivent respecter, appliquer les directives
formulée par le patient. C'est le patient qui a toute l'attitude de décider d'arrêter ces traitements, de refuser tout acharnement, toute obstination, de refuser ou de privilégier donc, les traitements analgésiques, même si ceux-ci peuvent réduire la vie du patient. Donc, l'élément principal, ou un des éléments principaux de cette loi de février 2016, c'est vraiment le renforcement, le caractère impératif, obligatoire, des directives anticipées rédigées par le patient. Et ces directives anticipées, je rappelle, sont rédigées par le patient et non pas par la famille. Même chose concernant la personne de confiance. Dans le texte de 2005, la personne de confiance, le poids de sa parole venait comme élément d'appréciation supplémentaire pour l'équipe médicale, mais ne s'imposait pas nécessairement à l'équipe médicale. Et donc, là aussi, la loi de février 2016 renforce le poids et l'importance de la parole de la personne de confiance. Et cette personne, donc l'avis de la personne de confiance va être dans l'ordre de hiérarchie qui s'impose aux médecins juste après les directives anticipées. C'est-à-dire que, bien sûr, en premier lieu, le médecin doit respecter les directives anticipées, puisque c'est le patient par lui-même qui les a rédigées. Mais s'il n'y a pas de directive anticipée, il doit prendre en considération l'avis de la personne de confiance. Et pour vous, c'est quoi la personne de confiance? C'est la personne que le patient désigne, qui va lui servir de porte-parole et l'assister lors des démarches médicales, mais cette personne ne va pas prendre les décisions à sa place, elle va seulement rapporter les vœux du patient. D'accord, c'est bien. Parfois, c'est souvent un rôle difficile pour la personne de confiance parce que cela peut aller à l'encontre de ses propres opinions. Et la personne de confiance, elle a vocation à exprimer l'opinion du patient lorsque celui-ci n'est plus en capacité de s'exprimer par lui-même. C'est-à-dire qu'effectivement, si le patient est toujours conscient, eh bien, il n'y a aucune difficulté. C'est d'abord la parole du patient qui doit être prise en considération. Par contre, lorsque le patient n'est plus en capacité d'exprimer sa propre volonté, eh bien, c'est la personne de confiance, la personne qui l'a désigné. C'est soit son conjoint, soit son époux, son épouse, mais ce n'est pas nécessairement directement dans le cercle familial, ça peut être un ami, une amie, avec qui il a eu l'occasion il ou elle a eu l'occasion de réfléchir et d'exprimer ses propres souhaits si les directives anticipées n'étaient pas rédigées, bien si au moment du décès ou au moment où certaines décisions doivent être prises, eh bien, les directives anticipées ne sont pas accessibles. D'accord ? Et donc, deuxième, donc, non pas abrogation, mais renforcement, au contraire, du poids et de l'importance de la parole de la personne de confiance qui vient s'imposer aux décisions médicales. Alors que dans la loi d'avril 2005, les médecins restaient décisionnaires in fine de l'attitude de l'équipe médicale, de l'équipe soignante. Le troisième élément important dans cette loi de février 2016, c'est effectivement le droit à la sédation profonde et continue. Et vous avez vu dans le texte de loi, vous avez vu que le texte précise dans quelles conditions cette sédation profonde et continue peut être décidée par le médecin. C'est effectivement, essentiellement, en cas de douleur réfractaire. Douleur réfractaire, ça veut dire quoi, d'après vous? C'est quoi une douleur réfractaire? Qui l'empêche d'agir? Non.
Douleur réfractaire. Douleur réfractaire, c'est une douleur que les techniques analgésiques actuellement connues, les médicaments actuellement disponibles, ne sont pas en capacité de traiter. Il y a très peu de situations cliniques pour lesquelles nous n'ayons pas aujourd'hui de traitement contre la douleur, de traitement analgésique suffisamment puissant. Mais il y a dans certains cas, effectivement, des situations essentiellement de douleurs osseuses sur des proliférations tumorales importantes. Il y a effectivement donc certaines formes de douleurs liées à prolifération néoplasique que l'on ne peut pas suffisamment traiter. Et donc là, on est en situation de douleur réfractaire. La deuxième situation dans laquelle cette sédation profonde et continue est acceptée et envisagée et recommandée par le texte de loi, ce sont les situations, je dirais, de douleur, de risque d'hémorragie cataclysmique. Ce sont essentiellement les situations de tumeurs de la sphère ORL, larynx, pharynx, avec une atteinte ou une prolifération tumorale à proximité des vaisseaux carotidiens. Et là, on peut avoir un risque d'hémorragie gravissime et insupportable pour le patient et pour la famille. Et donc, pour le patient d'abord. Et donc, c'est une autre situation relativement peu fréquente, mais qui est envisagée dans ce texte de loi. Troisième situation qui permet d'envisager cette sédation profonde et continue, ce sont les situations de douleur, de souffrance morale majeure, là aussi réfractaire au traitement anxiolytique essentiellement, mais on se trouve parfois avec des situations relativement peu fréquentes, mais là aussi de souffrance existentielle majeure pour lesquelles au moins il est important de pouvoir proposer aux patients cette sédation profonde et continue. C'est quoi une sédation en fait pour vous? C'est quoi la sédation? Abréger les souffrances avec des morphines. Pas tout à fait. Entre un traitement analgésique, la sédation, c'est quoi pour vous? C'est plutôt pour réduire les douleurs et c'est à la limite d'endormir le patient. C'est une perte de conscience. Hein, c'est une perte de conscience. Donc, c'est une forme à la fois d'endormissement. Le patient reste réactif à une stimulation, mais il n'est plus conscient, il n'est plus en capacité de relation avec ses proches. Il continue d'être réactif. Cette sédation, cette perte de conscience, qui est également une anxiolyse, c'est-à-dire une atténuation, puisque la personne n'est plus consciente, il n'y a plus d'angoisse par définition, il n'y a plus d'anxiété, il n'y a plus de douleur perçue. Mais la sédation, c'est vraiment une perte de conscience. C'est comme s'il y avait une anesthésie, plus ou moins, mais pas totalement aussi profonde que lorsqu'il y a une intervention chirurgicale à la clé. D'accord ? Et cette sédation, il y a plusieurs médicaments qui permettent cette sédation. C'est essentiellement l'imidazolam, l'hypnoval, mais c'est une perte de conscience qui peut régresser. C'est-à-dire qu'il suffit d'arrêter le traitement pour que le patient revienne à la conscience. Donc ce n'est pas de manière définitive, ce n'est pas parce qu'on démarre une sédation qu'on doit la prolonger jusqu'à la fin de la vie. Non, c'est-à-dire que de plus en plus, on essaye dans des situations particulières d'insomnie grave, de fatigue grave, ou d'angoisse importante, on va mettre en place des sédations transitoires, intermittentes, de telle manière à ce que le patient puisse se reposer, qu'on puisse également optimiser le traitement de la douleur
permettre aux patients de reprendre, récupérer des forces, mais il est souvent important de ne pas maintenir le patient en sédation pourquoi? Essentiellement parce que à ces moments-là, lui-même, sa famille, ses proches, souhaitent aussi garder une relation, une capacité de communication. Alors que si vous maintenez le patient en sédation profonde, continue, eh bien, il y a par définition, comme on l'évoquait, une perte totale de capacité relationnelle. D'accord ? Donc, si on revient sur cette loi de 2016, de février 2016, effectivement, le législateur n'est pas allé jusqu'à la proposition du suicide assisté. Alors, les partisans de la DMD peuvent considérer, et c'est leur propre argumentation, considérer que cette loi 2016 ne va pas assez loin. Après, c'est un choix, effectivement, personnel des personnes, des citoyens, des majorités politiques. En pratique, la grande majorité des patients qui, à un moment ou à un autre, ont exprimé le souhait d'abréger leur vie, ou de voir leur vie abrégée, soit par eux-mêmes dans le cadre d'une procédure de suicide assisté, soit à la vis-à-vis de tel ou tel médecin, de manière un peu comme en Belgique, aux Pays-Bas. Lorsque le traitement de la douleur est correctement pris en charge, la demande d'euthanasie disparaît dans la très grande majorité des cas. Notre expérience, quand je dis notre expérience, c'est pas seulement celle à l'hôpital américain, mais lorsqu'on met en commun les expériences des différentes équipes de soins palliatifs, on s'aperçoit que dans la très grande majorité des cas, on est en capacité aujourd'hui, on a un arsenal thérapeutique pour traiter la douleur physique de manière très importante, et donc les situations pour lesquelles la douleur demeure réfractaire, comme on l'évoquait tout à l'heure, de nature à justifier une sédation profonde et continue, qui est une certaine forme, non pas d'euthanasie, puisque, je dirais, on ne décide pas d'arrêter la vie du patient, on fait en sorte que la vie se termine dans les meilleures conditions possibles pour lui, mais sans abréger sa vie. Mais, donc je répète, on peut considérer que cette forme de sédation profonde continue est une forme, j'aime pas parler d'euthanasie passive, c'est-à-dire que comment, je répète, le début de notre échange, l'euthanasie, c'est vraiment la décision, l'intention première d'arrêter, d'abréger la vie d'une personne. Ce qui est important, c'est bien de se rendre compte à quel point, lorsqu'on développe des soins palliatifs de qualité, et donc avec un traitement efficace de la douleur, avec un traitement efficace de l'angoisse morale, de l'angoisse existentielle, on se retrouve avec une très faible demande d'assistance au suicide. Mais je répète, chacun ensuite est libre d'apprécier les choses à sa manière. C'est-à-dire comment je respecte parfaitement la position de la DMD qui souhaite effectivement renforcer le droit des patients à l'assistance au suicide. Le suicide n'est pas un acte pénalement répréhensible. Chacun est libre de se suicider. Il n'y a pas, c'est plus une infraction pénale en France, comme dans la plupart des pays européens. Mais c'est un choix personnel. Donc, je répète, je crois qu'il est important de bien entendre le fait que dans la très grande majorité des cas, lorsque on entend les personnes demander à ce qu'on abrège la vie,
ça devient insupportable pour eux. La plupart du temps, je répète, c'est insupportable parce qu'il n'y a pas de prise en charge de la douleur, que cette douleur empêche la personne de se reposer, qu'elle est en permanence épuisée par cette douleur. Dans la très grande majorité des cas, c'est par déficit de prise en charge de la douleur et non pas parce qu'on aurait épuisé tous les autres moyens. Mais ce que nous a expliqué la dame de la DMD, c'est que parfois c'est pas forcément sur. Enfin, elle nous a donné, par exemple, elle a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui était tétraplégique, Oui. et qui pouvait plus utiliser ses mains. Du coup, il pouvait pas aller en Suisse pour se faire accéder au suicide assisté. Et il souffrait pas réellement, c'est juste que sa vie était plus digne d'être vécue et qu'il avait envie d'abréger sa vie, mais que du coup il était coincé parce que les soins palliatifs lui servaient pas et qu'il pouvait pas aller accéder au suicide assisté. Et du coup, elle nous a donné plusieurs exemples comme ça. Oui. Ce qui est parfaitement exact, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des situations de cette nature pour lesquelles il peut y avoir une décision du patient de considérer que sa vie ne vaut pas le coup d'être vécue dans les conditions tétraplégiques. Mais là aussi, ce n'est pas la situation obligatoire de tous les patients tétraplégiques. Vous avez des patients qui, malgré cette situation, effectivement, d'une vie, je dirais, presque végétative, les tétraplégiques peuvent rester en relation, en communication avec ses proches. Même si, alors après, vous avez plusieurs stades d'évolution, ça dépend du contexte, du traumatisme initial ou bien de la maladie. Mais après, si on peut parfaitement entendre la demande de ces patients pour lesquels qui considèrent que leur vie dans cet état-là ne mérite pas d'être vécue. Effectivement, je pense qu'il peut y avoir une approche complémentaire, mais qui n'est pas aujourd'hui autorisée dans le cadre de la loi française, sauf si ce patient est maintenu en vie de manière artificielle. Donc ça, c'est deux problèmes. Un élément complémentaire qu'on n'a pas évoqué encore. C'est-à-dire que dans la loi de 2005, renforcée dans la loi de 2016, lorsque le patient est maintenu en vie de manière artificielle, il peut être décidé d'arrêter ces traitements qui n'ont pas d'autre finalité que justement de maintenir en vie. Et la décision médicale doit être prise par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre d'une réunion collégiale, sauf si le patient lui-même, avait, dans le cadre de directives anticipées, exprimé le souhait de ne pas être maintenu artificiellement en vie. Vous avez toujours cette même priorité, soit le patient a rédigé des directives anticipées, et celles-ci s'imposent au médecin, c'est ce que j'ai répété à plusieurs reprises. Et dans ces directives anticipées, il peut être explicité qu'on ne souhaite pas, chacun d'entre nous a effectivement vocation à rédiger ces directives anticipées, on ne souhaite pas être maintenu artificiellement en vie. Et à défaut de directives anticipées, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est la personne de confiance qui a le poids le plus important. Et s'il n'y a pas de personne de confiance désignée par le patient, c'est l'équipe médicale qui peut prendre la décision d'arrêter ces traitements et sur ce maintien artificiel en vie. Mais cette décision doit être prise dans le cadre d'une réunion collégiale. Et vous pensez que, en tant que médecin, si vous ne voulez pas répondre, non, allez-y. Vous pensez que la loi du 2 février 2016, elle va assez loin ou qu'il devrait y avoir une loi supplémentaire? Je pense qu'il y aura probablement une étape supplémentaire. Une étape supplémentaire pour laquelle il y a effectivement des situations peu fréquentes, pour lesquelles il y aura intérêt, nécessité
de proposer un suicide assisté. Je pense, et d'ailleurs, c'est aussi la décision récente du Québec pour prendre en compte des situations qui ne sont pas complètement gérables au travers de la loi de février 2016. D'accord. Et du coup, c'est les dernières questions. Non, Est-ce que vous avez déjà eu des patients qui souffraient énormément et qui ont souhaité arrêter les soins palliatifs pour partir dans un pays où l'euthanasie était autorisée? Ici, à l'hôpital, non. Non, parce que, comme je vous disais, les quelques personnes qui avaient exprimé leur souhait de voir leur vie abrégée, qui demandaient effectivement de fait un suicide assisté, une fois qu'on a réussi à calmer la douleur, ils sont revenus sur leur propre demande. Et c'est pour ça que le texte de loi demande à ce que lorsqu'il y a demande d'abréger sa vie par l'arrêt des traitements, l'arrêt de maintien artificiel, il est demandé donc de réitérer le souhait, parce qu'il peut y avoir une évolution de l'attitude du patient qui, dans un premier temps, d'un moment de fatigue ou d'épuisement ou de douleur importante, avait exprimé le souhait d'arrêter. Donc en général, on continue quelques jours et on vérifie si ce patient maintient sa demande d'arrêt des techniques de réanimation ou pas. Et si un patient maintient et répète sa demande, oui. Est-ce que le corps médical pourrait l'encourager à aller en Suisse s'il veut vraiment? Après, c'est le choix de son choix personnel, le choix de sa famille, qui accepte ou qui n'accepte pas de l'accompagner dans cette démarche. Mais ce n'est plus de la responsabilité du médecin hospitalier d'accompagner. Par contre, le médecin doit respecter l'attitude philosophique du patient. Si ce patient, quelle que soit la qualité de la prise en charge de la douleur, souhaite maintenir un suicide assisté, que ce soit en Suisse ou bien une démarche à peu près semblable en Belgique. En Belgique, c'est pratiquement impossible si on n'est pas résident, comme vous l'avez souligné, parce qu'il y avait eu effectivement un certain nombre d'excès. Le problème principal étant effectivement, comme vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, c'est que les soins palliatifs ne sont pas encore suffisamment développés, que les deux lois de Leonetti sont encore peu connues, y compris du corps médical, y compris des équipes soignantes, et qu'en plus les techniques de prise en charge de la douleur, d'accompagnement des patients sur les autres souffrances, et bien, ou sur tout ce qui est inconfort du patient lié au traitement de chimiothérapie, souvent, eh bien, sont insuffisamment prises en considération. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des situations limites ou des situations pour lesquelles, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour lesquelles le suicide assisté peut être un complément de la loi actuelle. D'accord. Mais il y a des médecins qui... est-ce qu'il y a des médecins sous la volonté la demande du patient, ils débranchent, ils arrêtent les soins palliatifs C'est pas les soins palliatifs qu'on débranche. C'est-à-dire ce qui peut être arrêté, et ça fait partie des possibilités de la loi. Ce qui peut être arrêté, ce sont des traitements inutiles pour lesquels les effets indésirables sont supérieurs aux bénéfices attendus. Ça, c'est l'arrêt des traitements inutiles, disproportionnés. Et puis vous avez les traitements de maintien artificiel en vie. Ce sont les techniques essentiellement de réanimation, où vous maintenez une ventilation artificielle
même si le patient donc, n'est plus en capacité, une ventilation artificielle, vous maintenez l'activité cardiaque par des stimulations pharmacodynamiques, mais le patient n'a plus aucune autonomie de vie. Donc, ce qui peut être arrêté, ce qui est possible dans le cadre de la loi, c'était déjà le cas dans la loi de 2005, c'est renforcé dans le cadre de la loi de 2016, c'est la décision, même si le patient ne l'a pas exprimé dans des directives anticipées ou à travers sa personne de confiance, la décision de l'équipe médicale d'arrêter ces traitements de maintien artificiel en vie. Là. Et ce qui est précisé dans le cadre de la loi, parce que il y a eu tout à l'heure peut-être une confusion dans la façon de formuler, l'hydratation et l'alimentation est considérée dans la loi 2016 comme des traitements et sont arrêtés aussi en même temps que ça n'a pas de sens de maintenir donc d'arrêter les traitements de maintien en vie artificielle et si on continue en même temps une alimentation et une nutrition parentérale. Donc tout est arrêté et on maintient bien sûr une sédation, une analgésie, de telle manière que la fin de vie puisse survenir dans des conditions de confort correctes et d'apaisement maximal. C'est donc je dirais, la règle globale et le maintien, et parce qu'effectivement, un certain nombre de situations qui avaient été complètement catastrophiques du point de vue médical, qui étaient des arrêts de traitement, des arrêts d'alimentation-nutrition en maintenant la conscience, ou une pseudo-conscience. Donc, ce qui est précisé également dans le texte de loi de 2016, c'est effectivement la nécessité d'accompagner l'arrêt des traitements de maintien artificiel en vie d'une sédation, des traitements analgésiques morphiniques, de telle manière à ce que la fin de vie se fasse dans des conditions d'apaisement, je répète, maximum. D'accord. D'autres questions ? Tout a été dit. Voilà. C'est probablement un petit peu décalé par rapport à la position des responsables de l'ADMD, mais c'est normal. C'est ce qui est normal, hein. Chacun. Et puis, mais je pense que vraiment ce qui est le plus essentiel, je crois que l'ADMD a aussi évolué sur le renforcement des soins palliatifs de qualité et la généralisation de l'accès aux soins palliatifs. Ce qui est aujourd'hui, je répète, les demandes de suicide assisté, c'est souvent du fait des insuffisances de prise en charge, des insuffisances de prise en charge palliative. En fait, le développement des soins palliatifs, ça réglerait beaucoup de... Ça réglerait la majorité des problèmes, des situations. Parce qu'il y a trop, dans tous les établissements, et ici aussi, parce que pour diverses raisons, les médecins n'ont pas nécessairement l'expertise technique. L'enseignement des soins palliatifs est pratiquement nul durant les études médicales. Le traitement de la douleur est pratiquement très insuffisant également. Et donc, on a un déficit qualitatif de compétences médicales. Et donc, un des travaux principaux, que ce n'est pas spécifique à l'hôpital américain, dans tous les établissements, c'est de faire en sorte que les quelques médecins qui ont cette expertise puissent également former leurs confrères de telle manière à ce que les choses puissent progresser. Parce que la juriste nous expliquait qu'aujourd'hui, si on veut demander les soins palliatifs, il y a une liste d'attente et... Non. Non, elle a dit ça. Elle a dit. Ah, attendez, alors, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est qu'effectivement, tout à l'heure, je vous ai précisé, dans l'organisation des soins palliatifs, que je vous donne le texte de la loi de directive de 2008, que je n'oublie pas. Parce qu'effectivement, ce n'est pas un texte. Autant les textes de loi, vous les avez directement sur Légifrance, autant c'est des circulaires ou des directives
du ministère de la Santé sont moins directement accessibles si vous n'avez pas les références. Donc cette loi de 2008 précise donc les 3 niveaux d'organisation, de réalisation des soins palliatifs. Équipe mobile de soins palliatifs, lit identifié de soins palliatifs, unité de soins palliatifs. Ces unités de soins palliatifs, qui sont des services spécialisés qui ont en charge les situations cliniques complexes, ils sont relativement peu nombreux. Et donc effectivement, lorsqu'on essaye d'obtenir une place dans ces USP, il est souvent difficile d'obtenir une place. Mais, je répète, ces USP, leur vocation, c'est essentiellement les situations cliniques complexes. La demande est forte vis-à-vis de ces USP parce que les médecins, dans les établissements de santé, au niveau des oncologues, au niveau des médecins internistes, ces médecins devraient, s'ils acquéraient une compétence spécifique dans le traitement de la douleur et dans les soins palliatifs, ils n'auraient pas besoin de solliciter des services spécialisés de type USP. Donc, lorsque la juriste de la DMD parle des difficultés d'accès aux soins palliatifs, c'est les difficultés d'accès à ces unités spécialisées en soins palliatifs. Mais tous les patients n'ont pas besoin d'être pris en charge dans le cadre de ces USP. C'est vraiment, je répète, uniquement dans des situations très complexes, de situations particulièrement réfractaires au traitement morphinique. Le problème principal, ou un des problèmes, étant que les médecins traitants également n'ont pas suffisamment de compétences dans la prise en charge de la douleur. Et vous avez pu voir dans différentes enquêtes d'opinion, soit évoquées par la DMD, soit dans différentes études que vous avez pu voir, la majorité des patients souhaitent mourir à domicile. Il y a à peu près 80-85% des patients souhaitent mourir à domicile, alors qu'il y a 80-85% des patients qui meurent à l'hôpital. Quand je dis à l'hôpital, c'est tout établissement confondu. Et essentiellement parce que les médecins traitants ne savent pas accompagner la fin de vie. Et qu'il y a un moment où il faut accepter que la vie s'arrête. Parce que la personne est éternelle. Et donc, il y a un moment où il vaudrait mieux éviter l'acharnement, accompagner les patients dans le traitement de la douleur, éviter des traitements inutiles, et faire en sorte que les patients puissent mourir tranquillement au milieu des proches, au milieu de leur famille, à domicile. Et ça, c'est un enjeu, et c'est un des axes, effectivement, de développement pour renforcer les compétences et les équipes mobiles de soins palliatifs à domicile. Et ça, c'est vraiment un autre chantier sur lequel il va falloir travailler sur les 10-20 prochaines années. Parce que l'objectif n'est pas de mourir dans l'hôpital. L'objectif, c'est de faire en sorte que les personnes, lorsqu'à un moment on constate qu'il n'y a plus de ressources thérapeutiques, il faut accepter que la mécanique s'arrête. Et l'essentiel, c'est d'accompagner le plus possible, je répète, pour que ce grand départ se fasse dans des conditions d'accompagnement et de maintien de la relation avec la famille, avec les proches, et que le départ puisse être préparé. Et c'est aussi pour cela qu'on essaye d'éviter de prendre des décisions trop rapides de sédation profonde continue pour maintenir le plus possible la relation lorsque le patient le souhaite. Voilà, quelques éléments de réponse. Merci beaucoup. Merci. Si cela peut vous apporter quelques éléments complémentaires de réflexion.